20h05 sur CNews, la deuxième partie de l'heure des pros. Et pour ceux qui étaient avec nous avant, je l'ai dit, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, s'il y a de nouvelles informations concernant les incendies, soyez certains que nous allons le traiter. Nous avons parlé des incendies pendant 1 heure. Maintenant, parlons des autres actualités avec Alexandre Devecchio, Olivier Vial, avec Marc Varnaud, Mathias Leboeuf et Julien Drey, que j'ai le plaisir de retrouver. Cher Julien, j'ai essayé de vous joindre tout au long de la semaine pour vous faire venir sur ce plateau. Visiblement, le Baron Noir avait d'autres activités, d'autres priorités. Vous savez qu'on approche de la fin juillet, qu'il y a des lois sociales dans ce pays qui fait qu'on peut prendre des congés. Ah bon? Oui. Mais écoutez, je ne suis pas comme vous. Je ne pense pas aux congés. Je note, et on va le noter, et je suis à peu près certain qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez voir que je vais vous rattraper sur vos congés. Julien Drey est avec nous et c'est un plaisir de vous retrouver. Je disais, on va traiter des autres actualités et on va parler, entre autres, de Crépol, parce que c'est un tournant majeur. C'est une information très importante. Vous allez entendre le témoignage d'un avocat de victime, et c'est pas n'importe quel avocat, puisque c'est l'avocat qui a permis à ce que les juges d'instruction, puisqu'ils sont 2, requalifient les faits et rajoutent dans les circonstances aggravantes le racisme anti-blanc et le racisme anti-français. C'est un séisme. Je ne dis pas que les mises en cause dans ce dossier seront condamnées pour cela, mais rien que dans l'instruction, à la fin de l'instruction, on rajoute le racisme anti-blanc et le racisme anti-français, c'est un camouflet historique pour les médias qui ont essayé de cacher ça pendant 2 ans et demi. Qui ont caché ça. Et ils se cachent encore, c'est-à-dire qu'ils en parlent très peu. Ils se cachent derrière les incendies en disant on ne parle que des incendies. C'est un élément évidemment majeur. On en a parlé pendant 1 heure. Mais vous pouvez aussi parler des autres sujets. Sauf que c'est pas facile de parler des autres sujets quand pendant 2 ans et demi, vous avez expliqué que le racisme anti-blanc était une thèse d'extrême droite. Je vais vous dire, je peux le dire moi, Alexandre Devecchio. que CNews avait été peut-être condamné ou mise en demeure par l'Arcom, oui, parce que on avait trop à l'antenne défendu la thèse du racisme anti-blanc. C'est bien qu'il y ait une chaîne. Et d'autres médias, le Figaro l'a fait aussi, mais on a été peu à le faire, qui ait défendu cette thèse, puisqu'il se trouve que c'était juste. Maintenant, j'attends peut-être que l'Arcom attaque les autres médias qui ont défendu uniquement la thèse inverse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, il y a un tabou dans la société française. D'abord, le racisme est universel, il faut être un peu idiot pour penser le contraire. Il fait partie de la nature humaine. Et aujourd'hui, oui, il y a du racisme anti-blanc en France sur fond de multiculturalisme, qui est devenue une société multiconflictuelle. Et d'ailleurs, ça a été l'objet de votre ouvrage, qui a été une grande réussite, cher Alexandre Devecchio. Je vous propose d'écouter donc Maître Triomphe, avec qui j'ai pu m'entretenir il y a seulement quelques heures, c'était cet après-midi, sur le tournant. C'est-à-dire que la réalité, selon lui, est une réalité éclatante et qui arrive à la fin de cette instruction. J'ai réagi avec évidemment la satisfaction de voir qu'enfin la réalité était reconnue. Une vérité éclatante. Parce que pour n'importe quel observateur, à la fois du dossier, mais un observateur de ce qui est devenu un fait de société, le racisme anti-blanc éclatait malheureusement dans ce dossier. On nous explique que le racisme anti-blanc n'existe pas. Eh bien aujourd'hui, nous avons une évolution majeure dans le dossier qui vient nous dire que si le racisme anti-blanc existe, et puis il entraîne des morts, il entraîne des drames, il entraîne des champs de ruines, et il faudra bien qu'à un moment, tous les acteurs du dossier ouvrent les yeux sur cette réalité sur laquelle, malheureusement, certains veulent jeter un voile pudique parce que ce terme est manifestement radioactif. Autre question que je lui pose, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi, à la fin de l'instruction, sa demande de requalification est en quelque sorte retenue, pas qu'en quelque sorte, est retenue par les juges d'instruction? Écoutez Maître Triomphe. La chambre d'instruction nous avait donné pas moins de 19 témoignages, sans donner les noms, sans donner les cotes, mais en nous donnant 19 témoignages, entre guillemets, on est là pour tuer les Blancs, sale blanc, sale français de merde, donc des propos à la fois anti-blancs et anti-français, les deux ne se recouvrant évidemment pas, mais ces éléments, en fait, étaient dans le dossier depuis le départ. Alors qu'est-ce qui a fait que finalement on le retient à la fin? Je pense qu'à force d'avoir
demandé depuis 2 ans et demi, presque 3 ans, depuis le 20 novembre 2023, encore une fois, peut-être que les choses ont fait leur chemin, que le fait que les victimes ont réclamé, l'ensemble des victimes ont réclamé cette circonstance aggravante de racisme. J'ai 2 autres confrères qui l'ont demandé également. Il a fallu se rendre à l'évidence. Et si cette circonstance a été ajoutée aux mises en examen, c'est qu'elle était éclatante. Mais si elle était éclatante à la fin de l'instruction, elle était éclatante dès le début, en réalité, de cette affaire. Tour de table, parce que c'est très important ce qui est en train de se passer. Je me tourne d'abord vers Julien Drey. Je sais que cette formule de racisme anti-blanc, racisme anti-français, c'est une formule que vous n'épousez pas. Et ça a été souvent l'objet de débats avec un certain Gilles-William Goldnadel. Alors déjà, je vais vous faire une remarque. Vous devriez vous satisfaire de quelque chose de très important. Vous allez faire la même remarque que Mathias Leboeuf hier, c'est-à-dire que vous vous drapez derrière, la justice a frappé. C'est-à-dire que vous me faites les questions et les réponses. Parce que je vous connais un peu. Ah bon, d'accord, mais alors dans ces cas-là, vous allez prendre ma place et puis moi je vais mettre... Malheureusement, vous êtes assez prévisible, Mathias et vous. C'est comme vous aussi. J'imagine, évidemment. Voilà. Donc quand même, j'entends en permanence, pas vous mais d'autres, m'expliquer que la justice, elle est totalement aujourd'hui aux ordres du syndicat de la magistrature, qu'on ne peut rien faire, etc. La justice, elle vient de prendre une décision, vous l'avez dit vous-même, historique. Alors, est-ce qu'ils ont mis du temps pour y arriver ? Oui, parce qu'il fallait vérifier, parce que la justice, justement, c'est lent. C'est ça le problème, d'ailleurs, c'est lent, parce qu'il faut vérifier, il faut faire attention à tous les témoignages, les recouper, etc. Mais ils y sont arrivés. Et donc, on peut se satisfaire que la justice a bien fait son travail. Ça, c'est la première chose. Après, on va voir ce qui va se passer, parce que ça ne veut pas dire qu'après, dans le procès, les condamnations... Voilà. Exactement. Deuxièmement... J'ai commencé par ça. Deuxièmement, par rapport à la question que vous posez, moi, je suis contre toutes les discriminations. Et c'est pas parce qu'il y a une discrimination qui me plaît pas que je vais dire elle n'existe pas. Je vous ai dit, attention, vous êtes... le problème n'est pas du mot racisme anti-blanc. Le problème, parce que le racisme anti-blanc, il y a des racismes de tous les côtés. Et d'ailleurs, Alexandre l'a très bien dit, le racisme est universel. Voilà. C'est quand on en fait un concept, et vous en faites un concept en considérant que désormais la société occidentale, dans ses valeurs républicaines, est attaquée parce qu'elle est blanche. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Olivier Vial et Marc Varno. Attaquée parce qu'elle est universelle. Olivier Vial et Marc Varno, mais bien sûr, c'est un sujet passionnant. La question du racisme anti-blanc, c'est pas un concept qui a été créé justement par la droite, elle a été plutôt créée de l'autre côté. Puisqu'en fait, c'est au moment où en fait, on a changé la définition de racisme, dans la définition que donne Alexandre et qui est aussi la vôtre, en fait, et qui a été celle de la France pendant tout le temps, le racisme est d'abord un comportement individuel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui commet un acte raciste, et effectivement, ça, c'est universel. Mais quand il y a un changement, et il y a le changement date des débuts des années 2020, avec la notion de racisme systémique, où en gros, on n'est plus sur un comportement individuel, mais sur l'idée que ça serait quelque chose de systématique, qui serait lié à la culture et pas du coup au comportement des individus. Ce qui vous assigne à être raciste parce que vous êtes blanc, par exemple. Et c'est ce qu'on va retrouver chez Robin DiAngelo dans la fragilité blanche, chez Ibrahim Kendi, où en gros l'idée c'est de vous considérer que parce que vous êtes blanc, vous êtes le seul à pouvoir être raciste et qu'il n'existe pas d'autre racisme. Ça finit par nier effectivement la réalité que tout le monde vit et ça nie aussi la réalité du racisme qui existe intracommunautaire, parce qu'il est aussi extrêmement important. Alors moi je suis en total désaccord avec ce qui a été dit par Julien, sur notamment le fait que la justice ferait son travail. Absolument pas. En réalité, la justice, elle ne réagit que par rapport à la pression médiatique. Je vais vous donner 2 exemples aussi scandaleux que l'affaire de Crépol. L'affaire Sarah Halimi. Il a fallu 7 mois pour que quelqu'un qui l'assassine en la traitant de sale juive et tout ce qui va avec soit reconnu comme antisémite. Pire, l'affaire Sébastien Salam en 2003. C'est un DJ, Sébastien Salam, qui est assassiné par son ami d'enfance, qui le tue en criant « Je vais tuer le juif ». L'affaire Selam, pas médiatisée. La cause, l'antisémitisme, jamais retenu. L'affaire Halimi, médiatisée. 7 mois après, l'antisémitisme reconnu. L'affaire de Crépol, médiatisée. Le racisme anti-blanc, retenu. S'il n'y a pas de médiatisation, la qualification des juges est scandaleuse. Mais alors, ça dépend. Mais moi, j'ai pas envie d'englober toute la justice. Les élus, Julien Drey, comme vous, parce que vous êtes élu de la République. Encore ex. Ah oui, comme vous, ex. Donc tout vous est permis. Le fait d'être pardonnez-moi, rien ne m'est permis. Non, quand je suis élu, voilà. Non, moi je pense. Non, de dire que c'est une institution Alexandre, imparfaite comme si vous me laissez finir, ça sera bien. J'ai toujours expliqué que la justice,
devait être commenté et que rien, que la phrase classique qui consiste à dire « je ne commande pas les décisions de justice » est une imbécilité. Je constate simplement, ça vous dérange peut-être, que par rapport à tout ce procès que vous faites en permanence, la justice, elle a fait son travail. Et bon, voilà. Je ne fais pas de procès en permanence. Je fais un constat. C'est un procès. Mais il a dit quelque chose de très intéressant en comparant l'affaire Sarah Halimi à l'affaire de Crépol. Moi, ça fait très longtemps que je dis, dans les banlieues notamment, le nouvel antisémitisme et le racisme anti-blanc ou la francophonie sont les deux faces d'une même pièce et d'un racisme anti-occidental. Et c'est là que j'ai un désaccord avec Julien Drey. C'est pour ça qu'à la pause, vous allez vous mettre en face. Je préfère, comme Julien Drey, dire que le racisme est universel. C'est vrai. Cela dit, il y a un racisme spécifique aujourd'hui qui est lié à la montée de l'islamisme, qui est à la montée du communautarisme et du wokisme aussi d'une certaine gauche qui vise spécifiquement les valeurs occidentales, en particulier les juifs et les blancs. Ça, c'est une réalité. Encore pas plus tard qu'hier, il y a une chanteuse dont j'ai oublié le nom. Barbara Bush. Non, c'est Barbara Bush. On va la parler. On va en parler. Qui a dit les blancs dehors. Sophie Straat. Sophie Straat, artiste néerlandaise, qui lors d'un festival en Belgique a demandé à ce que les spectateurs blancs reculent et que les queers et les personnes racisées puissent être devant. Voilà, c'est pas une obsession racialiste, c'est-à-dire qui vient de la gauche. On en parlera après. Je voudrais juste qu'on continue d'égrener les déclarations de l'avocat et évidemment, je vais vous donner la parole dans un instant, Mathias Leboeuf, Jérôme Triomphe, qui parle des habitants de Crépol, avec qui il a pu échanger ou qu'il a entendu les témoignages, qui disent enfin, notre parole a été entendue. Imaginez que dans ce dossier, vous ayez quand même, non pas 1, 2, mais d'abord 9, et ensuite une quinzaine de témoignages de personnes qui ont vécu l'horreur le 19 novembre 2023 et qui ont entendu ces attaques racistes, qui ont témoigné auprès des enquêteurs, auprès de la police, et qui depuis 2 ans et demi, on leur dit ce que vous avez entendu, vous ne l'avez pas entendu, et ce que vous avez vu, vous ne l'avez pas vu. Et si vous avez le malheur de le dire, c'est que vous êtes d'extrême droite. J'exagère et je résume, mais c'est peu ou prou ce qui s'est passé dans les médias. Pardonnez-moi, Jean-Michel de Cugis, grand reporter police, justice au Parisien, France Inter, 17 mars 2025. Ce meurtre n'a pas de caractère racial. Tout le dossier montre le contraire. Il va présenter ses excuses, monsieur de Cugis. Il va rendre sa carte de presse. Je vous propose d'écouter le témoignage de Maître Triomphe. Par définition, une société, elle a besoin de vivre en paix. Par définition, les Français, ils ont besoin de vivre, les Français, tous les habitants de notre pays ont besoin de vivre en se disant, en ne se disant pas, je vais me faire poignarder dans le dos, je vais me prendre une rafale de Kalachnikov, ou je vais me prendre un coup de couteau à la sortie d'un bal. Donc évidemment, ça a traumatisé les Français. Là où cette affaire est importante, c'est que à la toute fin de l'instruction arrive quand même un peu de justice. C'est que ce qui a été dit est enfin reconnu. Et je voyais les témoignages des habitants de Crépol qui disaient ouf, enfin. Et donc c'est aussi ça qui est important, c'est que eh bien cette affaire, cette procédure doit aussi permettre de cicatriser des plaies. Et ça c'est très important. Je vous propose d'écouter également sur l'enquête. Qu'est-ce qui se passe normalement dans une procédure ? Et pourquoi c'est inédit et pourquoi c'est un tournant ? Et pourquoi ça vient bouleverser les idéologues et tous les sachants qui imposaient un récit ? Dans un dossier judiciaire, lorsqu'il y a des zones d'ombre, vous ouvrez une enquête de manière très large. Et puis, plus l'enquête avance, plus vous affinez le phénomène d'entonnoir. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est à la fin que le juge d'instruction décide de rajouter et de retenir des circonstances aggravantes, donc racisme anti-blanc, racisme anti-français. Et c'est ça qui est aussi inédit dans le dossier. C'est pas aussi simple. C'est bien. On va l'écouter. Quand on demande à un procureur de saisir la justice de faits avec une circonstance aggravante, qui en fait résulte du contexte. La bande organisée, c'est pareil, on en a beaucoup parlé. La pratique habituelle de la justice, c'est d'ouvrir les instructions sur la qualification la plus haute pour ensuite
au fur et à mesure de l'instruction, dire bon, cette condition matérielle n'est pas remplie ou elle n'est pas établie, et puis ne retenir à la fin que ce qui paraît le plus évident. Là, c'est exactement l'inverse qui s'est passé dans cette affaire, ce qui est tout à fait sidérant et tout à fait unique. Je ne l'ai jamais vécu pour ma part. On commence au plus bas pour finalement arriver au plus haut, parce que à un moment, c'était devenu incontournable. Et je pense que le travail de la griffe qui accompagne ces deux victimes qui ont demandé, qui nous ont demandé de soulever cette circonstance aggravante de racisme, évidemment, a été important et décisif. Mathias Leboeuf. Déjà, c'est bien la preuve que la justice n'est pas... pardon de le répéter, ça vous plaît pas, mais... Ah, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que c'est marrant de commencer Julien et Mathias de la même manière pour essayer de ne pas parler du sujet, de dire c'est bien que la justice... Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est que si deux personnes aussi éminentes que Julien et moi-même sommes d'accord, vous devriez vous dire, il y a peut-être quelque chose de vrai. Faites attention aux chevilles. Aussi modeste aussi. Bien évidemment, je le dis avec dérision. Mais... J'ai bien compris, Mathias. Revenons aux choses sérieuses. Je voulais revenir sur le racisme, et sur le racisme anti-blanc. La première chose, c'est qu'effectivement, le racisme est universel, et du coup, pardon de le dire, mais le fait qu'il soit anti-blanc, anti-jaune, anti-noir, machin, on devrait s'en foutre, et le racisme, c'est le racisme, il n'y a pas de bon et de mauvais racisme. Complètement d'accord avec vous. Mais c'est bien de le rappeler. Après, juste une chose, la question c'est pourquoi on a mis du temps à parler de racisme anti-blanc. C'est que tout simplement, le racisme est lié à l'histoire des dominations et notamment des dominations coloniales. Bien sûr que si. Et que pendant très longtemps, le racisme, pardonnez-moi, a été à la fois... Le racisme anti-blanc a été minoritaire. Les Italiens dans les années 30, il n'était pas lié à notre histoire coloniale. C'est pas une histoire. Mais le racisme anti-italien, cette vision-là, elle n'a que 20 ans en fait. Pardon, mais justement, pour les Italiens, c'est pas du racisme, c'est de la xénophobie, ce qui est pas exactement la même. C'est pas la même chose. Je connais bien l'histoire de sur les mots, mais non. Je parle de racisme. Quand on dit sale blanc, c'est pas la même chose que dire sale macaroni. C'est pas du tout. Parce que sale blanc, c'est racial. Si vous dites sale noir, c'est racial. Sale macaroni, c'est de la xénophobie. C'est pas la même chose. Et encore une fois, le racisme est lié à l'histoire des dominations et notamment des dominations coloniales. Donc c'est un rapport dominant-dominé qui instaure le racisme. Vous pouvez avoir cette vision-là, mais c'est pas obligé de l'asséner justement comme si c'était une vérité absolue, à tel point que souvent les personnes qui ont refusé de parler du racisme anti-blanc et du racisme anti-français prenaient et épousaient cette doctrine-là pour dire non, le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est une invention de l'extrême droite, puisque le racisme est systémique, et donc il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc, puisque c'est un rapport de dominé-dominant historique, qui fait qu'aujourd'hui, le blanc n'a pas la même... D'ailleurs, c'est très difficile de parler comme ça, parce que moi, j'ai jamais pensé le racisme comme ça. Je l'ai toujours dit, il y a un universalisme dans le racisme, c'est-à-dire que je ne vais pas faire la différence dans la hiérarchie entre le racisme contre les Noirs, les Blancs... C'est ce que je vous disais en préambule. C'est pour ça que j'ai fait ce préambule-là. C'est que pourquoi le racisme anti-blanc a longtemps été dénié ? Parce que justement, il était masqué par des rapports de domination. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Non. Le système se contorsionne aujourd'hui, soit reste discret, à l'abri des regards, après 2 ans et demi de déni, 2 ans et demi à clouer au pilori toute personne qui osait dire... Des personnes ont témoigné, plus d'une dizaine dans cette nuit d'horreur, elles ont parlé de racisme anti-blanc, et ça, il ne fallait pas le dire, il ne fallait pas en parler. Mais on parlera du système médiatique dans un instant. C'est très intéressant, c'est des cases mentales. Et je vais même ajouter une chose, parce que c'est de la sociologie des idées, c'est que la montée des communautarismes favorise l'expression de ce racisme anti-blanc. C'est bien ce qu'on dit. Donc là, on est raccord. Je vous propose... Ça n'a pas toujours été le cas. Oui, ça fait 40 ans que c'est le cas. Julien Drey. Il y a plusieurs, si vous me permettez, plusieurs choses. D'abord, sur la justice elle-même. Il y a 2 manières de procéder du point de vue des enquêtes. Il y a des juges qui partent en élargissant tout de suite. Il
y a des juges qui d'abord commencent par avoir une focale restreinte et l'élargissent tout doucement en fonction de leur enquête. C'est pas systématique, c'est deux méthodes. Voilà. Donc là, on a des juges qui ont été prudents, et je pense qu'ils ont été prudents au regard justement de la médiatisation telle qu'elle était. Donc ils ont préféré construire leur instruction à partir d'une vérification plutôt qu'à partir d'une focale trop large. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Vous voulez dire que 9 témoignages ne suffisaient pas, il en fallait 16 et il fallait attendre un mois. Non, vous savez que 30 secondes. Non, mais 30 secondes. Oui, mais 15. Donnez-moi 15. Juste une chose. Mais je vous en donne plus que 15. Le rapport, beaucoup. C'est le rapport qui a été rendu il y a un mois. C'est ce rapport qui a été fait il y a un mois seulement qui est un tournant, puisque c'est les observations de cet avocat qui a repris le dossier il y a un mois et qui a transmis ces informations, ces observations, qui ont fait que les juges ont changé. Non, ça veut dire que les juges d'instruction ont fait leur travail, c'est-à-dire qu'ils ont auditionné, ils ont recoupé ces auditions, ils ont vérifié la réalité des propos, parce que c'était pas simple, et à partir de là, ils ont construit. Pourquoi ? C'est pour une raison simple, qui est d'ailleurs, je dirais, une prudence, c'est que c'est des dossiers qui vont aller après au jugement et qu'ils n'ont pas envie de se faire casser par des procédures la construction qu'ils ont menée. Donc on peut leur faire des procès d'intention en disant au départ ils voulaient pas le retenir et puis ils ont été contraints par les médias, etc. Ça c'est ceux qui sont dans la tête des gens et ça s'appelle du complotisme. Mais pardon, ça, premièrement. Non. Deuxièmement, moi c'est les... Non mais attendez, d'accord, mais il est où le complotisme ? Il est où le complotisme ? Non, Julien. Le complotisme, il est dans l'idée de dire les juges ont été amenés à le faire parce qu'ils ne voulaient pas le faire et c'est les médias qui les ont contraints ou la pression médiatique. Il n'y avait pas de pression médiatique sur Crépol. Non mais il n'y avait pas de pression médiatique. Si vous ne laissez pas argumenter les gens, et vous avez comme technique, je la connais, technique universitaire classique, qu'on employait, non, des trotskistes, non, mais des lambertistes, oui. Voilà, on ne laisse pas parler les gens, parce que dès qu'ils ont une argumentation qui gêne, hop, on les casse. Compris. Ça, c'est une méthode de non, mais vous avez bien appris. Oui, écoutez, je suis trop souvent en plateau avec vous. 10 secondes. Mais j'aimerais répondre au côté complotiste. Oui, mais il y a une pause après. 10 secondes avant une courte pause. La deuxième chose, je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'il y a une évolution, parce que l'évolution, c'est la grille de lecture qui a été installée, qui est la grille de lecture racialiste, qui s'est installée dans une partie de la gauche, et c'est vrai que cette partie de la gauche-là, maintenant, n'a comme seule grille de lecture que cela, ça, je suis vraiment d'accord avec vous. Mais sur l'histoire, et je finis, sur l'histoire de l'affaire Blanc, la question est suivante. Est-ce que vous pensez que la lutte que mène l'islamisme radical contre nos sociétés se réduit simplement à un racisme anti-blanc au final ? Ou est-ce que vous pensez, comme moi je le pense, mais vous avez le droit de penser autrement, comme moi je le pense, que c'est d'abord et avant tout les valeurs républicaines qui dépassent la couleur de peau des uns et des autres qui sont attaquées. Mais les valeurs occidentales, vous croyez que le terroriste il pense à la République pour s'attaquer aux... Il pense aux valeurs occidentales et je pense aux valeurs occidentales. Il pense la plus importante, celle qui aux mœurs, à notre mode de vie, à notre culture. Allez, la pub, s'il vous plaît. La pub. Juste une chose, là où je vous rejoins, Julien Drey, c'est que le terroriste islamiste, par exemple celui de Nice, lorsqu'il était au volant de son camion, il n'a pas dévié sa course pour savoir à qui il s'attaquait. Il s'attaquait à des personnes au moment du 14 juillet pour faire le plus de victimes possible, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion à ce moment-là. Donc ces terroristes, ils ne réfléchissent pas forcément. Parfois, ça peut arriver, des terroristes ciblés, l'hypercachère, le père Hamel, mais c'est bien plus large que de se dire qu'ils s'attaquent à une couleur de peau, bien évidemment. La publicité, on revient dans un instant parce qu'on va parler du système médiatique. On va parler du système médiatique dans un instant, parce que je n'ai pas entendu de réaction de M. Jean-Michel Decugis, de Marc Leplongeon ou de Patrick Cohen après la décision donc, de la juge d'instruction de retenir comme circonstance aggravante le racisme anti-blanc et anti-français. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant, Alexandre Devecchio, puisque nous sommes de retour à 20h31. Nous sommes de retour. Vous avez dit quelque chose d'essentiel juste avant qu'on reprenne l'émission, Alexandre Devecchio. Vous avez dit il y a la justice, il y a les politiques, mais il y a aussi les médias. Puisqu'on parle de l'affaire Crépol. Près de 3 ans après le meurtre du jeune Thomas, les juges d'instruction chargés de l'affaire ont requalifié les mises en examen en y ajoutant les circonstances aggravantes de racisme anti-blanc et anti-français. Je vais vous proposer quelque chose, c'est de repartir en arrière.
On est le 5 décembre 2023 et Pascal va prendre l'antenne un matin et il va annoncer ce qui va se passer dans les prochaines semaines. C'est-à-dire le système médiatique qui va se mettre en marche, qui va imposer un récit, qui va clouer au pilori, scotcher ceux qui proposent une parole alternative, mais qui n'est pas forcément une parole alternative, c'est une parole qui est liée au témoignage, donc liée au réel. Vous avez des gens qui ont témoigné, qui ont dit « j'ai entendu sale blanc, j'ai entendu on va planter du blanc, j'ai entendu sale français de merde ». Ces gens-là n'avaient pas le droit de citer. Et si vous aviez le malheur de leur dire, de tendre le micro ou d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, vous étiez qualifié d'extrême droite. Écoutez l'édito de Pascal Praud du 5 décembre 2023. Le système, le fameux système, commence à réécrire Crépol. Le système est composé de politiques, éditorialistes, intellectuels, artistes, personnalités. Le système, insidieusement, sournoisement, faussement peut-être, met en place les nouveaux éléments pour expliquer que la mort de Thomas n'est pas celle qu'on a racontée. Des racailles munis de couteaux ont débarqué à Crépol. Ils ont provoqué la mort de Thomas le 18 novembre dernier. Emmanuel Macron a parlé d'assassinat. Ce récit sera battu en brèche par le système. On expliquera que les jeunes rugbyman qui faisaient la fête ne sont peut-être pas exclus de toute responsabilité dans ce drame. Qu'ils ont peut-être insulté ces troubles fêtes, comme les appelait l'AFP dans les premières dépêches, lors d'une rixe, comme l'écrivaient nos confrères. La machine à broyer la réalité est en marche. Il faut être prudent, diront les commentateurs. On ne sait pas tout, diront les autres. On cherchera le moindre fait, la moindre parole, le plus petit détail qui puisse disculper le ou les tueurs de Thomas. Je connais le système, je connais ses relais, je connais ses partis pris, je connais ses biais idéologiques, je connais la puissance du rouleau compresseur du système. J'ai lu Le Parisien ce matin, j'ai écouté France Info, j'ai entendu hier soir une chaîne info, c'est parti. La réécriture est en marche. Vous n'avez pas vu ce que vous avez vu, le système va vous expliquer. Jusqu'à produire un livre qui frappe pchit en termes de vente, mais aussi en termes d'information. Monsieur de Cugis, quand il est invité sur France Inter, Léa Salamé va l'interpeller en disant « Mais vous savez, vous êtes allé sur le terrain, vous avez épluché tout le dossier. » Et qu'est-ce qu'il va répondre ? Ce meurtre n'a pas de caractère racial. Tout le dossier montre le contraire. Ce sont des paroles qui sont prononcées lors d'une rixe. Ce n'est pas parce qu'ils disent des insultes anti-blancs au moment de la rixe qu'ils veulent tuer du blanc. C'était les 17 et 18 mars, une fois sur France Inter, l'autre fois sur France 5. France 5 toujours, le 27 novembre dernier, 2023, donc avant l'édito de Pascal. C'est Patrick Cohen qui va être repris d'ailleurs par l'Arcom, tellement son édito est à des années-lumière de la réalité. Il dit « Cette motivation raciste n'a pas été retenue par la justice. Rien ne prouve que des jeunes du quartier de la Monnaie étaient venus casser du blanc. » Voilà ce que dit Patrick Cohen. Ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi ça les gêne autant. Et moi, je pense que ça les gêne autant parce que l'affaire Crépol vient balayer tout un narratif, en réalité. Tout un narratif qui nous explique, en fait, que ceux qui s'inquiètent du communautarisme, de l'islamisme, du racisme anti-blanc, c'est l'extrême droite. Et que tout ça n'existe pas et que l'immigration de masse n'a pas de conséquences. Parce que c'est ça, au bout du bout, c'est ce qu'on veut cacher. On veut nous expliquer que le vivre ensemble se passe bien. Et donc, ce genre d'affaires vient balayer tout ce narratif-là. Donc, il faut absolument réécrire l'histoire. Moi, je crois qu'on peut aussi admettre dans la vie qu'on s'est trompé, que le vivre ensemble ne se passe pas aussi bien que ça et qu'on va changer un certain nombre de choses. Je crois qu'on ferait bien de le faire parce que sinon, je disais que le multiculturalisme conduisait à une société multiconflictuelle. On va vers de graves troubles dans le futur. Pour poursuivre la discussion, Alexandre Devecchio, pourquoi votre livre Côte à Côte est une réussite ? Pourquoi celui de M. de Cugis est un échec ? Alors que M. de Cugis... Non, mais parce que M. de Cugis, son livre, pourtant il traite d'un sujet qui a été un drame national. Ça aurait dû être un best-seller. Pourquoi ça ne l'est pas ? Parce que fait écho à la réalité des gens, au vécu charnel des gens.
Et dans ce racisme anti-blanc, moi je suis pas dans le victimaire, je me méfie de l'idéologie victimaire, donc je suis pas là pour... Mon livre n'est pas un livre sur pleurnicher sur le racisme anti-blanc. Personne ne dit ça. Mais il y a déjà des conséquences, c'est-à-dire que on parlait du nouvel antisémitisme. Il n'y a plus de juifs dans les écoles publiques du 93. Dans certains quartiers, les gens fuient. Les blancs fuient. Et même pas que les blancs, je vais vous dire. C'est pour ça que ce n'est pas un problème ethnique, effectivement. C'est un problème de valeur. Tous les minorités visibles, je ne sais pas comment les appeler, mais intégrées, qui veulent partager la culture et les valeurs françaises, s'ils le peuvent, fuient. On va vers où ? Vers une société de la partition. Restons sur le rouleau compresseur du système médiatique qui, jusqu'à Reporters sans frontières, a signalé auprès de l'Arcom le fait que CNews parlait trop dans ce drame de Crépol de la notion de racisme anti-blanc, à tel point que CNews a été mise en demeure par l'Arcom. Vous avez commencé par ça, Alexandre Devecchio. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Reporters sans frontières va communiquer pour présenter ses excuses ? Est-ce que cette mise en demeure va être effacée par l'Arcom ? C'est des vraies questions. C'est une vraie question. Et en fait, on peut s'interroger parce que quand on entend ce journaliste qui est le co-auteur du livre, le degré de déni qui consiste à dire que c'est pas parce qu'on a entendu au moment où les gens sont en train de planter d'autres personnes des insultes racistes qu'il y a une motivation raciste. Pour dire ça, ça veut dire, qu'il avoue quand même que ses propos ont été tenus dès le début. Donc ça veut dire que quand il dit que le racisme anti-blanc n'existe pas, il avoue qu'il y a eu quand même des propos de racisme anti-blanc et qu'il va quand même expliquer que c'est pas parce qu'il y a ces propos-là tenus au moment le plus dramatique, au moment où il y a des coups de couteau qui sont donnés, qu'il n'y a pas de racisme. Il va même plus loin. C'est cette motivation pour n'importe quel autre événement. Son co-auteur, toujours le 18 mars 2025, Monsieur Leplongeon, le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite, qui fait appel à des notions de submersion migratoire et où les Blancs ne pourraient plus vivre tranquillement dans leur pays. En jurisprudence devant les tribunaux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. 2014, il n'y a pas d'arrêt, il y a très peu d'affaires qui évoquent ça. Là où il a raison, c'est que ça se comptait sur les doigts d'une main. Mais en tout cas, ça se comptait sur les doigts d'une main. Avançons. Mais voilà ce qu'on pouvait dire. Non mais c'est... En fait, Julien, vous pouvez vous dire qu'on en a trop parlé. Bah moi, je pense qu'on en parle pas. J'ai rien assez. dit encore. Non, vous avez... c'est que maintenant, vous me faites parler avant même que j'ai parlé. J'anticipe. Ça s'appelle des procès en sorcellerie. Eh ben, écoutez, ça existe aussi. Mais donc, je vous dis... Face au baron noir, mieux vaut des mages blancs. Oui, systématiquement. Je ne peux pas en placer une, tout de suite, elle est cassée. Allez-y. Je pense que l'erreur qui a été commise par certains, et c'est la pire des erreurs, c'est le déni d'une situation. C'était la même chose sur l'insécurité. Voilà. Quand on commence à rentrer dans le déni par idéologie, on finit effectivement par ne plus voir la réalité et se couper. Alors à ce moment-là, c'est même le plus mauvais des services qu'on rend à la cause qu'on veut défendre. Oui, il y a aujourd'hui, dans le montée du communautarisme, une volonté, et dans l'islamisme, il y a une volonté d'en finir avec un certain Disons modèle. les choses. Alors moi, je voulais qu'on avance. Maintenant, c'est votre mais faute. le débat passionne. Mais allez-y. Mathias. Parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Et dans ce que dit M. de Rugy, il y a une part de vérité. Quand il dit le racisme anti-blanc est un concept qui émane de l'extrême droite et qui a été témoigné. Alors ça, c'est Monsieur Leplongeon, mais c'est son co-auteur. C'est la même chose. C'est pas grave. C'est juste, c'est vrai. Pourquoi Vous avez dit vous-même que c'était universel. Pourquoi ce serait l'extrême droite qui... C'est pas un concept. Le concept et Robin DiAngelo, elle n'est pas d'extrême droite. Le concept et la pensée, ça peut être discuté. Le concept et la pensée du racisme anti-blanc, pardon de le dire, et là, c'est le philosophe qui parle. Non mais. Alors on doit écouter religieusement. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que. Non. Mais pourquoi il serait d'extrême droite ? La pensée du racisme anti-blanc et la conceptualisation de ce racisme, Mathias, pardonnez-moi de le rappeler et de le dire, émane de... 2 secondes. Mathias, 2 secondes. Mais non, moi je veux que ça soit du concret, que ça soit très précis, parce que je sais que l'Arcom veille au grain. Vous dites, le concept est d'extrême droite. Donnez-moi un nom qui crée le concept et qui est d'extrême droite. Parce que moi, je peux vous donner une dizaine de noms. Non, attendez 2 secondes. Comme ça, je peux pas vous le dire. Je retrouverai. La semaine prochaine, vous m'expliquez en quoi le concept est d'extrême droite. Non, mais je parle du concept. Alors, je parle pas de la réalité. Je vous laisse jusqu'à lundi soir pour me trouver le concept. Quand je parle du concept, c'est la pensée de. Juste un mot. La réalité. Il y a le sujet. Pardonnez-moi. Il y a le sujet du racisme anti-blanc. Mais ça n'a pas commencé par le racisme anti-blanc. Moi, je crois qu'il y a un sujet quand même de déni de réalité par la justice. On a souvent parlé, ici, de toutes ces sous-qualifications des juges, systématiquement, vis-à-vis des bandes de racailles
qui systématiquement tirent des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre, et ils sont poursuivis pour trouble à l'ordre public et pas pour tentative d'homicide contre dépositaire de l'autorité publique. Et donc ce déni du racisme anti-blanc, il va dans une continuité de volonté, moi personnellement c'est ce que moi je pense, de continuité d'une certaine partie de la justice de surtout pas trop charger certains. Il est 20h42. Un dernier mot avec vous, Olivier Vielle, parce que je voulais juste, je vous ai coupé, mais je voulais juste interpeller Mathias qui dit le concept est d'extrême droite. J'aimerais juste savoir qui sont les concepteurs, qui sont les penseurs d'extrême droite qui ont imaginé le racisme anti-blanc. Pour le coup, effectivement, moi, je ne les connais pas. J'en connais par contre beaucoup à l'extrême gauche. Robin Angelo, Ibram Kendi, qui sont effectivement des penseurs de ce qu'on appelle les racial studies, qui ont inventé le concept de la fragilité blanche, du racisme anti-blanc, et qui vient s'inscrire justement dans le racisme systémique. Dans les autres racismes, en fait, la couleur n'intervient pas. La seule question, c'est du comportement individuel. On est universel. Dès lors qu'on a intégré la question d'un racisme de couleur, avec le racisme anti-blanc, c'est parce qu'on est dans un racisme systémique, et c'est des penseurs woke, issus des racial studies qui l'ont inventé. Parlons de l'antisémitisme à présent et parlons d'Amir, parce que ce qui se passe pour Amir est insupportable. Insupportable. Pourquoi Amir n'a pas le même soutien que Barbara Bush a eu le week-end dernier? Je vais faire aucune différence entre les deux. Les 300 signataires qui ont appelé au soutien de Barbara Bush devraient faire de même, reprendre la plume et signer la même tribune lundi dans les colonnes de Libération pour soutenir Amir. Au lendemain de l'annulation du concert gratuit prévu dimanche 26 juillet à Marseille, rassemblant plusieurs artistes, dont le chanteur Amir, Jacques Witowski, préfet des Bouches-du-Rhône, assure dans un communiqué ne pas être à l'origine de cette décision. Je vous propose de voir le sujet de Chloé Tarka, mais c'est une défaite absolue. Le maire de Marseille, qu'est-ce qu'il devrait faire ce soir? Dire, attendez, là, le festival il devait se jouer donc à Marseille, dans cet endroit. Les organisateurs ne veulent plus pour des raisons de sécurité. Vous savez ce qu'on va faire? On va le faire au Vélodrome, tiens. Chloé Tarka. Ah oui. Ce concert gratuit devait se tenir dimanche dans un grand centre commercial du centre-ville de Marseille, dans le cadre d'une série de spectacles organisés tout l'été. Mais comme lors de plusieurs de ses précédentes dates, des appels au boycott d'Amir ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Si le collectif Union Palestine Marseille s'est félicité d'une victoire de la mobilisation populaire, l'annulation a également provoqué de nombreuses réactions indignées. La liberté d'expression est bien évidemment une liberté fondamentale, mais elle ne peut jamais devenir un permis d'intimider, de menacer ou d'empêcher les autres de s'exprimer, de chanter ou de se rassembler. De son côté, le directeur général du label d'Amir estime que le chanteur a été pris pour cible pour sa judéité et explique qu'il y aurait eu une crainte des autorités sur l'incapacité de pouvoir sécuriser correctement le lieu. Face à la polémique, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu à démentir toute implication. Les allégations selon lesquelles la préfecture des Bouches-du-Rhône aurait conseillé, voire décidé l'annulation du concert de l'artiste Amir sont parfaitement inexactes. À l'instar de nombreuses manifestations accueillant du public, un dispositif de sécurité avait été prévu afin d'assurer le bon déroulement de ce concert. Malgré cette nouvelle annulation, son entourage assure que le chanteur maintient l'ensemble de ses autres concerts et festivals programmés cet été. Mais pour l'image de Marseille, c'est catastrophique. Le maire, quand je dis Vélodrome, c'est excessif, parce que évidemment pour le Vélodrome, mais évidemment qu'il peut le remplir. Mais normalement, le maire, qu'est-ce qu'il devrait faire, le maire de Marseille? Prendre ce sujet en main et dire ah, vous voulez pas le faire dans ce centre commercial? Bah, nous, on va trouver une salle municipale dans laquelle vous allez le faire, le concert. Et on va le faire, évidemment, parce qu'on ne malmène pas, on ne menace pas, on n'appelle pas au boycott dans cette manière-là pour des raisons de sécurité, on ne l'interdit pas. Julien Drey, d'abord. Si vous permettez, vous avez dit Barbara Bush a été très soutenue. Excusez-moi, il a fallu quand même des heures et des heures et des jours avant que elle ne soit soutenue et que apparaisse la pétition. Pendant 3 jours, elle était toute seule et j'ai entendu pique-pendre sur la grossophobie, tout ce que vous voulez, la concernant. Et moi, je pense qu'il faut montrer, si vous me permettez, je l'ai fait sur Internet, mais peut-être la rédaction, il faut montrer, parce que c'est un tournant, cette affaire-là, Barbara Bush. C'est un tournant. Il faut montrer le tract qui a été publié ou qui a été diffusé pour appeler à l'annulation de ce concert. Regardez bien ce tract. C'est un document. Et faites la comparaison avec les tracts des années 32, 33 en Allemagne. Je suis vexé. Tout y est. Je suis très vexé.
Je suis très vexé, Julien, parce que ça veut dire que vous ne nous regardez pas, ni le soir ni le matin, puisque ce tract-là... Je suis honnête avec vous, le matin, je ne me réveille pas. Alors, la première chose que je fais, c'est pas d'allumer... Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'aux années 30. Il fallait mettre ce tract en parallèle avec celui contre Cyril Hanouna en mars 2025. Regardez. Absolument. Et évidemment qu'aujourd'hui, bien malin, celui qui a la France insoumise pourra défendre ces tracts en expliquant qu'il n'y a pas finalement un fil rouge entre les deux. C'est intéressant, la comparaison que vous faites, et bravo, est intéressante. Regardez même l'évolution, parce que évidemment le premier tract est antisémite, mais regardez l'évolution graphique et l'évolution des slogans, et tout y est là. Hein, le deuxième, on est dans la monstruosité absolue. Voilà. C'est-à-dire que, et c'est ça qui pose problème, c'est que dans la société, tout d'un coup, maintenant, se banalise un certain nombre de choses. La vérité, c'est que les auteurs de ce tract-là, comme ceux qui ont commis des violences, contrairement à ce qu'on dit d'un certain nombre de dirigeants de la France insoumise, qui disent mais il n'y a que du chahut, alors qu'on a des images où on voit les cailloux. Mais la justice répondra à tout ça. Il faut maintenant, oui, mais c'est des élus. C'est des élus du conseil municipal de Grenoble. Eh bien justement, on écoute la maire de Grenoble pour Barbara Butch, mais je trouve qu'on passe trop rapidement à cette annulation d'Amir. Et j'espère qu'il y aura la même mobilisation et que le maire de Marseille va apporter son soutien, peut-être qu'il l'a déjà fait, le maire de Marseille, à Amir. Je vous propose d'écouter la maire de Grenoble qui porte plainte contre X ou contre la France Insoumise, peut-être comme Barbara Butch. Une artiste qui a été prise pour cible, une artiste, et j'insiste sur le fait que c'était une femme seule, face à une foule qui était injurieuse. On a eu des élus de la République, des agents de la ville, qui ont été intimidés, agressés, menacés, et de la foule, le public, qui venait là pour un événement festif, un moment public, convivial, populaire, gratuit, où les Grenobloises et Grenobloises ont l'habitude de venir parce que c'est un moment de rencontre estivale. Et dans ce moment, ils ont vécu des violences en étant présents à cet événement et ont été mis en danger. Il y a des possibilités de ne pas être d'accord, d'exprimer des désaccords. En revanche, la manière dont ça s'est déroulé, le fait qu'il y ait eu de la violence, de l'intimidation, et que ça ait entravé une liberté de création, de diffusion et de programmation que nous défendons fortement à Grenoble, sont des méthodes que nous n'acceptons pas, que je n'accepte pas en tant que maire, puisque je suis aussi là pour protéger les Grenobloises et Grenobloises et faire en sorte que d'avoir une capacité apaisée de vivre dans la ville, mais aussi parce que je crois que la politique, ça peut se faire de façon différente, qu'à gauche, on peut mener des politiques de manière apaisée et qu'on peut ne pas être d'accord, s'exprimer et avoir de la démocratie dans la manière dont on s'exprime. Il est venu Benoît Payan a pris la parole, le maire de Marseille, mais c'est très surprenant son message il y a 2 jours. Des actes antisémites particulièrement inquiétants se multiplient dans notre ville ces derniers jours. Je condamne avec la plus grande fermeté toute forme d'antisémitisme. Aucun contexte ne peut l'excuser. Aucune cause ne saura le justifier. Marseille est une ville de fraternité. Nous ne laisserons jamais la peur ou la haine fracturer ce que nous avons construit ensemble. Et je ne sais pas s'il s'adresse à l'annulation du... Je crois que quand il a pris position, il n'y avait pas encore l'annulation. Eh bien, écoutez... Donc maintenant, vous pouvez peut-être le joindre au téléphone et lui proposer de l'aider à monter le conseil. Ah bah écoutez, dès lundi, on va essayer de l'inviter pour savoir comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu pour Amir une relocalisation pour son concert. Vous avez entièrement raison. Oui, je crois que revenons à Madame Butch. Mais c'est intimement lié, oui, la maire de Grenoble. C'est intimement lié. Et je crois que là, on est vraiment à la fin de la lâcheté absolue de malheureusement beaucoup de politiques. Comme vous l'avez justement dit, on a des réactions qui sont à la fois tardives, qui sont des réactions d'artistes, mais quand même très peu de réactions de politiques. Est-ce qu'on entend quelqu'un en France nous dire qu'il faudrait passer les mêmes lois qu'en Allemagne pour justement protéger la communauté juive face à cette dérive anti-israélienne qui est devenue complètement antisémite et dont plus personne quasiment se cache à l'extrême gauche? Effectivement, vous avez bien fait de montrer les affiches. Les affiches, elles ont tout dit. Mais c'est aussi ce comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est juif aujourd'hui en France ne peut plus exercer librement son métier s'il ne condamne pas Israël, pour parler clairement. Mais ça veut dire quoi, ça? On devient quoi? On est la France ou on est un pays du tiers-monde? Et on tolère ça? Je ne comprends pas. Comment se fait-il que ceux qui ont manifesté contre Barbara Butch n'aient pas été arrêtés avant même de faire quoi que ce soit? Comment se fait-il? Ils peuvent se manifester ou manifester leur colère. C'était autorisé? La manifestation avait une qualification antisémite, mon cher Elliot. Ah oui, ça vous avez raison. Mais enfin, en tous les cas, de se mobiliser, par exemple, même Barbara Butch, on a tout dépend le motif. Si vous mobilisez... Si le motif est antisémite, évidemment, il n'y a pas de mobilisation accordée. Et si on le reconnaît, il faut l'interdire. En revanche, là où je vous rejoins, c'est que vous avez vu des militantes lutter contre des causes
que certains pourraient contester. Moi, je pense par exemple au collectif Némésis, qui, avec des pancartes, de manière très pacifique, sont arrivés à des mobilisations où elles ont été arrêtées. Le lendemain, elles passaient 12 heures en garde à vue. Je ne sais pas si M. Alan Brulon et les instigateurs de cette mobilisation qui a dû donc entraîner l'interruption du concert ont passé une seule seconde en garde à vue. Jamais. Alors, attendez, 2 secondes. D'abord, si vous permettez, il faut saluer le discours de la maire de Grenoble. Excusez-moi, c'était pas simple au regard de sa majorité, de son histoire politique, la manière dont les choses ont bougé. Elle a été extrêmement courageuse, elle est claire, elle est nette sur cette affaire-là, et je pense même que c'est parce qu'elle a pris position que la justice s'est mise en mouvement. Si vous regardez le tract, d'ailleurs, le second tract, il y a marqué mairie complice. Donc, elle a été, la mairie a été impliquée et visée dans ce concert. Dans ce concert. Avançons parce que M. Bagli Bagayoko a apporté une parole c'est différente, mais enfin différente. Il ne l'aurait jamais invitée, Mme Butch, dans sa ville. C'est ce qu'il dit. Mais en même temps, il comprend qu'elle porte plainte contre la France insoumise. Je vous propose d'écouter Bali Bagayoko. C'est une assurance vie, c'est pourquoi être sûr. Bali Bagayoko. La question qui peut être posée, c'est que est-ce qu'en tant que maire, j'aurais accueilli cette DJ? Non. Alors? Non. La deuxième chose, avec les moyens de la ville, non, je ne l'aurais pas accueilli. Premièrement parce que c'est à la fois une position qu'elle a prise sur une situation particulière, notamment avec un génocide qui est en cours, et que nous ne pouvons pas invisibiliser en fait cette situation. Je précise qu'elle a signé une pétition pour lutter contre toutes les formes d'antisémitisme et la loi Yadan, mais qui est vivement critiquée cette loi. Bien sûr. Mais est-ce que signer une pétition pour lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme vous interdit d'accéder à la ville, visiblement? En tout cas, elle ne serait pas invitée par M. Bali Bagayoko. Deuxième son. Parce que la loi... Je signale que ça va poser un problème énorme à ceux qui lui ont interdit de prendre la parole. C'est que c'est elle qui a la responsabilité de la nuit blanche à Paris. Oui. Je vous propose d'écouter M. Bagayoko, encore une fois, qui comprend et qui l'invite à porter plainte. C'est une assurance vie. Le fait qu'elle ait porté plainte, nous l'encourageons à le faire. Et le droit sera dit. Oui, contre nous, contre le mouvement en tant que tel. Vous l'encouragez à porter plainte contre la France? Non, j'encourage en fait toutes les personnes qui sont victimes, à la fois de propos racistes ou des propos y compris discriminants, d'attaquer en fin de compte les procédures. Donc là, la situation. Alors on comprend rien là, pardon, mais. Non, vous comprenez parfaitement. Vous êtes en train de Est-ce que votre parti a une part de responsabilité? Notre parti n'a pas de part de responsabilité là-dedans. Il y a une action qui est une action isolée, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, pour ce qui est du mouvement en tant que tel de la France insoumise, nous avons été très clairs de ce point de vue-là. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que les débats, en fin de compte, d'opposition politique se traduisent par des formes de violence. Moi non plus, j'ai toujours pas compris. Faut quand même retirer le fil de la semaine. Lundi, Manuel Bompard dit il n'y a pas eu d'attaque antisémite, il n'y a pas eu de violence, etc. C'était pacifique. Et vendredi, vous avez Bali Bagayoko qui vous explique que c'est bien de porter plainte contre le mouvement, parce qu'elle porte plainte contre LFI, je le précise. Je pense que c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un tournant, parce que je pense que c'est la première fois, enfin ça fait longtemps, qu'on n'avait pas vu la France insoumise dans une situation aussi difficile. Parce que la section locale de Grenoble a fait que traduire la politique nationale de LFI, et que les conséquences qu'a produit cette section locale sont de plus en plus difficiles à gérer pour la direction de la France insoumise. D'où, d'ailleurs, la position de M. Bakayoko. C'est-à-dire qu'il essaye de chevaucher tous les chevaux en même temps. Je signale au passage que ce n'est pas la mairie qui accueille. Non. On peut aller dans une ville. Allez, on peut aller dans une il nous reste 6 minutes. Et faire des concerts. Je voudrais juste décerner la parole. Il a un positionnement quand même... Jordan Bardella et Barbara Butch, le spectre est quand même de plus en plus large. Il a un positionnement quand même républicain, puisqu'il dit, moi, en tant que maire, je ne l'aurais pas invité. C'est de sa prérogative de dire que lui, personnellement, il ne l'aurait pas invité. Un maire a le droit d'inviter... Enfin, pardonnez-moi, mais on est en France. En quoi un maire a son mot à dire? Si un artiste veut se produire... Non, mais c'est du délire. Si c'est la mairie... Encore heureux que dans un pays de liberté, on n'a pas besoin du maire pour se produire quelque part. Enfin, on devient un pays... Si c'est la mairie qui organise le concert, pardonnez-moi, le maire a son mot à dire. Ça coule de source. Un concert municipal. Non, mais il dit, en tant que maire, moi, je ne l'aurais pas invité à faire un concert, très bien. En revanche, qu'elle soit empêchée une fois qu'elle est là, et que ça c'est anti-républicain, donc ça je l'invite à porter plainte. Donc son propos est assez cohérent, quoi. Moi je vois pas où est l'incohérence du propos. L'incohérence, c'est qu'il appelle à Madame Butch à porter plainte contre son parti. Ah bah il est en désaccord avec Bompard, oui. Ah, d'accord. C'est sûr qu'il y a une petite comparaison, si vous permettez, parce que le maire, il
effectivement, dans les fêtes municipales, il choisit tel ou tel artiste, c'est sa liberté, vous pouvez le contester, etc. Mais il doit être en capacité d'assurer effectivement, bien sûr, la possibilité de se produire. Chers amis, avant, pas sûr qu'elle soit. Messieurs, je voudrais juste, parce que c'est sur la loi, c'est passé inaperçu, mais la palme de l'indécence cette semaine, on pourrait faire chaque semaine la palme de l'indécence. Elle est décernée à Aymeric Caron. Est-ce que vous avez vu c'est extraordinaire. Aymeric Caron. D'honneur pour toute son œuvre, non? Aymeric Caron, cette semaine, fou de rage. Insupportable et irrespectueux, BFM et Olivier Truchot. Il me demande en fin de matinée si j'accepte de venir leur parler de l'affaire Barbara Butch pendant 20 minutes à 18h20, mais aussi de la loi d'urgence agricole. J'accepte. De multiples échanges s'en suivent. Alors que je suis en route, après avoir organisé mon agenda pour me rendre disponible, il m'appelle pour annuler. 1 heure avant. J'ai été journaliste, j'ai travaillé en chaîne info. Je n'ai jamais vu un tel comportement vis-à-vis des invités qui sont considérés comme de vulgaires variables d'ajustement pour ces chaînes qui ne respectent rien, ni l'info, ni les gens. C'est au moins la 5e fois que BFM me fait le coup. Et je salue Olivier Truchot qui lui répond, et il ne faudrait même pas en rire, c'est tellement pathétique, c'est tellement indécent. La mort de 2 sapeurs-pompiers nous a contraints à bouleverser notre antenne. Je crois que le programmateur vous l'a bien expliqué. Un peu de compréhension et surtout de décence. Et j'ai une pensée tendre pour nos 2 amis, Gilles-William Goldnadel et Éric Nolot. Éric Nolot qui dit « C'est trop facile de se moquer d'Aymeric Caron. Si la même chose vous était arrivée, si une invitation à la télévision était morte sous vos yeux, vous comprendriez mieux sa douleur. Il s'en faisait une joie. Au lieu de cela, ce fut une morne soirée devant une salade de quinoa et un yaourt sans lait, puis une séance de tri sélectif des bouteilles non consignées qui pourraient être jetées sur Barbara Butch lors de son prochain concert. Un peu de compassion, je vous en prie. Et Gilles-William Goldnadel, cher Aymeric Caron, notre amitié a connu des hauts et des bas. En ce moment, nous ne sommes pas dans le haut. Raison de plus pour te dire ma solidarité en cette cruelle épreuve. Oser te décommander tout cela pour la mort de 2 pompiers, aucun respect de cet Olivier Truchot. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans le message d'Aymeric Caron. Et cette indécence de se sentir scandalisé, d'être annulé, alors qu'il fallait cette semaine rendre hommage à 2 pompiers. En plus qu'il a travaillé dans les infos, vous l'avez rappelé. Il sait très bien que c'est fréquent. Travailler est un bien grand mot parfois. Oui. Je dis parfois, je ne parle pas d'Aymeric Caron. Vous avez bien compris. Je parle de manière générale. C'est révélateur d'un trait de caractère de M. Caron qui est le nom évidemment total. Mais quelle indécence. Le monde ne tourne qu'autour de sa personne. Exactement. Je vous avais promis les toutes dernières informations concernant l'incendie de Gironde que nous avons traité durant la première heure. Les informations sont inquiétantes. Pourquoi ? Ce soir, on compte près de 110 000 évacuations. C'est Laurent Nunez qui l'a annoncé, avec 14 000 hectares brûlés par le feu. Les autorités vont tout faire pour protéger la ville de Bordeaux, alors que Laurent Nunez assure que l'un des feux se dirige désormais vers la métropole bordelaise. Le Premier ministre Sébastien Lecornu va réunir vendredi soir une cellule interministérielle de crise sur les feux de forêt qui frappent le territoire. Le ministère de l'Intérieur, des Armées, de la Santé, des Transports et de l'Environnement seront convoqués pour cette réunion prévue à 22h, selon une déclaration de Matignon à la presse. Je pense que on vit une situation là... C'est la première fois qu'on est dans une situation comme ça. On a connu des tas d'incendies dramatiques. On est là, mes amis bordelais et bordelaises me le signalent. L'air est insupportable maintenant dans la ville de Bordeaux. Tout est gris et la panique commence à gagner parce qu'il y a des débuts d'incendie au sein même de Bordeaux parce que les brindilles... Ça s'appelle des sauts. C'est à Malibu, aux États-Unis. Pardonnez-moi, mais c'est bien d'avoir un peu de panique parce qu'au Malibu, aux États-Unis, en Californie, il n'y a pas eu de panique, il y a eu des dizaines de morts. Donc, ayons une pensée ce soir pour les pompiers, bien sûr, les pompiers qui sont mobilisés. Tout à l'heure, Julien, parce que vous n'avez pas fait la première heure, et je vois que vous êtes sur la même ligne que Gilles-William Goldnadel, c'est-à-dire 1 heure, pas 2. On était avec un syndicat de pompiers, Monsieur Ménard, qui disait les pompiers sont en souffrance, on manque de moyens. On nous dit il y a 12 Canadair en France. Sur les 12 Canadair, il n'y en avait que 5 qui étaient disponibles aujourd'hui, dont 2 qui étaient en Corse. Donc sur l'ensemble du territoire, il n'y en avait que 3. Mais écoutez, ce soir, je ne suis pas sûr qu'il faille polémiquer. Non. La seule chose qu'il faudrait faire, c'est d'avoir une pensée pour les pompiers qui sont mobilisés, pour les personnes qui ont été évacuées, les 110 000 personnes évacuées, et ceux qui ont perdu peut-être tout, leur maison, du jour au lendemain, qui ont tout perdu par ce feu ravageur. Et croisons, vraiment, prions
pour qu'il n'y ait pas de victimes supplémentaires. Mais on est en retard parce qu'on a un dispositif européen de qualité. Et on doit... Alors c'est toujours le même problème, c'est que les gouvernements ont toujours la honte d'avouer qu'ils sont démunis ou qu'ils sont en difficulté. Alors ce dispositif européen aurait dû être déjà mobilisé depuis au moins 24 ou 36 heures. Il a été activé. Les feux sont partout. Les feux sont partout. Non, mais les pays scandinaves notamment. Il y a des feux en Norvège. Il y a eu 100 maisons détruites en Norvège. Bon, ok, j'ai rien dit. Donc, Non, mais. non, mais. Allez, pas de polémique. Il connaît tout mieux que tout le monde. Il y a un dispositif incroyable. Aujourd'hui, il y a des forces européennes qui peuvent être mobilisées. Et si elles étaient mobilisées, elles pourraient aider nos pompiers. Il y a de la disponibilité. Si j'étais méchant, je dirais il y en a un qui bosse au moins. Jean-Marc Lelouch à la réalisation, à la vision. J'ai pas bien compris. Parce qu'il dit il connaît tout, il connaît toutes les informations. Oui, c'est normal. Pascal Choup à la vision, au son Jean-François Coulva, ont participé à l'émission Benjamin No, Afid Ibourg et Tess Lafettaire. Merci à tous les 5.